Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle émission d'une page d'histoire. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Pierre-de-Bretonne, à l'école de rang de M. Jean-Paul Paré. M. Paré, bonjour. Bonjour, M. Tanguay. Pouvez-vous nous parler de l'histoire de l'école de rang? L'histoire de l'école de rang est qu'on vient au monde avec des rêves un peu fous. À l'âge de 7 ou 8 ans, l'école de rang s'était vendue dans le 8e rang Saint-Pierre-de-Bretonne. J'avais demandé, la journée de l'encan, j'avais demandé à mon père si on ne pourrait pas acheter ça. Tu sais, l'école s'était vendue à un monsieur Gagné du même rang pour se faire un poulailler. Mon père m'a fait, après l'encan, il m'a fait comprendre, puis c'était pas dur à comprendre, que il avait fait, l'école des rangs s'était vendue 50 $. Dans toute sa saison de sucre, lui, il avait fait 125 $ brut. Ah oui. C'était arrêté un peu irréaliste d'aller acheter un affaire de main. Sauf que dans mon cas, moi, ça m'aurait accommodé. Ouais. L'âge et la construction de l'école? Elle a été commencée en 1939, a été finalisée en 1940. Il y a eu de l'école dedans jusqu'en 1965. Alors, en 1965, c'est les dernières écoles de rang ont fermé. Il n'y avait plus d'instruction dans les écoles de rang. C'est la provenance du bois. C'était la commission scolaire avait acheté le bois de M. Albert Cousteau, qui cassait le français un peu. Il est décédé, ça fait 2 ans. Il voulait toujours aller l'enregistrer pour faire une espèce un enregistrement. Là. Finalement, il est décédé. Puis c'était un monsieur qui cassait le français un peu, puis il parlait un peu comme ça. Le bois, il vient tout de l'école de la rivière, ici en bas. Là, tu sais. Un monsieur très gentil, des gars très, très, très gentils. Je l'ai acquis d'un monsieur Bité. Monsieur Bité, c'est un Irlandais aussi. On s'était vu au garage, un garage de réparation d'auto. On s'était mis à jaser comme on jase avec n'importe quelle personne qu'on connaît. Il m'a dit, tu fais de beau, Don? Il dit, je suis en train de réparer, tasser la maison d'école pour m'en faire une écurie. Je dis, oups, là, il dit, Don, j'ai dit, j'arrête quoi, il faudrait que je te parlerai. Ça fait qu'on s'est mis à parler de ça. J'ai expliqué mon projet, puis il a trouvé que le projet avait de l'allure, sauf que lui, ça ne donnait pas plus d'écurie. Fait que ça a traîné une semaine. Au bout d'une semaine, là, je me suis dit à moi-même, je viens de la part d'encore, tu sais. Mais finalement, le vendredi soir, il m'appelle, il dit, Jean-Paul, j'arrête quoi de parler. Ça fait que on se rencontre. La discussion était que M. Ibité, il avait déjà travaillé du côté d'Ontario. Son patron lui donnait du bois, une vanne de bois, pour qu'il lui donnait. Mais lui, il fallait que je le scie. J'ai un blanc portatif. J'ai scié le bois pour l'achat de la maison d'école. On le voit ici sur des photos. On voit ici la vanne qui est arrivée avec le bois pour le scier. C'était la méthode d'acquisition de la maison d'école. Elle a été déménagée? Oui, elle a été déménagée. Quand l'unité l'a déménagée, on était supposé la déménager tout de suite dans l'été. Je me suis fait jouer un tour par un transporteur de bâtisse. Là, dans l'été, c'était impossible d'en trouver un autre. Finalement, il y a un monsieur de Saint-Pierre-Baptiste. Il parle ça dans l'hiver. Il dit oui, ça aurait du bon sens. On était rendu à court au mois de mai, à fin de mai, puis on n'avait pas eu de nouvelles. Finalement, il arrive ici, puis un monsieur très gentil. J'explique à court toute mon histoire. Il dit, il ne faut pas que ça se perde. Il dit, on va essayer de trouver un trou, d'en laisser tomber un, ou d'en éloigner un pour faire ton... Fait que finalement, au mois de juin, ça me semble que c'était à la fin du juin, on commencé à le déménager. Pour le déménager, c'est des carrés de 10 pieds, plus 12 pieds de couverture de pointure. Ça donnait 22 pieds. C'était trop haut pour passer en dessous des fils d'Hydro-Québec, partout où on avait passé. J'ai communiqué avec Hydro-Québec. Hydro-Québec, ils ont compté ça va coûter 8 000 $ pour couper les fils pour l'emmener ici. Oh boy. On a décidé, dimanche matin, je me lève, j'ai dit, il y a sûrement une solution. J'ai monté par en dedans, j'ai été voir ce que ça marchait. Fait qu'on a coupé les chevrons par en dedans. On a descendu 6 pieds sur la couverture de l'école, la couverture dans dedans, puis on est parti avec ça. Ah, ouais. C'est ça que ça a donné. C'est pour ça qu'on voit le pointu ici, là. Il en manque 6 pieds à hauteur. Si on regarde, quand on se loin, on voit la couverture, on voit la démarcation. Fait que ça a pris une journée, un après-midi. Il est reparti en tour de midi là-bas, puis à 6 heures, il était rendu ici. Ah, oui. On a eu une petite anecdote en passant. On avait un pont à traverser. Personne n'avait pensé de mesurer la largeur du pont. Ah. Le pont était trop étroit pour la maison d'école. Là, c'était le vendredi, il fallait appeler pas Hydro-Québec, la voirie. Avoir une permission de la voirie pour débolter des gardes, puis dans descendre une. C'est une affaire qui aurait pas eu une tête, ça aurait pris une éternité.
Notre bon contracteur, il dit, Monsieur Paré, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Il a ponté, il s'est reculé, il a ponté un côté de quasiment 3 pieds de haut. Quand on traversait sur le pont, la maison, au lieu d'être au niveau comme elle est là, on traversait le pont, la maison sur le côté. Oui. Il y a un côté de la maison qui est traversé au-dessus de la garde. Ça a été une très bonne solution parce qu'autrement que ça, ça aurait trop traîné, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça l'histoire de la maison d'école. Quand on est arrivé ici, il fallait la restaurer. Il fallait trouver ses couleurs d'origine. Les couleurs d'origine d'extérieur, c'était pas grave. On avait une partie qui avait pas été peinturée. Okay. Le vert, on le voyait, pas le vert, le brun, on le voyait très bien. Fait que ça n'a pas été dur. Sauf qu'à l'intérieur, il fallait retrouver, il y avait eu des couches de peinture dormies. Il fallait retrouver des vieilles couleurs d'origine. À gratter avec une vitre cassée, c'est le meilleur moyen pour être capable de ne pas en prendre trop de la fouet. À gratter avec une vitre cassée, on a dans le bout de trouver des couleurs d'en dessous. C'était la compagnie de peinture Sherwin-Williams qui faisait la peinture dans le teint. Sherwin-Williams, ça n'existe plus. C'est Home Hardware qui ont les numéros de peinture du teint à Sherwin-Williams, excusez. Sherwin-Williams. Fait qu'on a tout revenu avec les mêmes numéros de peinture, des peintures d'origine extérieure et intérieure. Ça a pris, on l'a déménagé dans l'été. On avait fait le ciment des fondations. Les fondations, c'est des fondations rien que de 3 pieds. Okay, oui. Il n'y avait pas de sous-sol, sauf quelques exceptions qui avaient un sous-sol dans. On a fait des fondations, puis il est venu l'amener sur les fondations. Dans l'hiver, on s'est attaqué à la rénovation. On a fait des photos. On a chauffé l'intérieur l'hiver avec le poêle d'origine, le poêle à 2 ponts. Le poêle qu'on va voir tantôt. Hein. Puis on a tout refait l'intérieur. Sauf que je dois remercier les messieurs irlandais. Les Irlandais, ce sont de très, très conservateurs, peut-être sans le vouloir, mais ils sont très conservateurs. La seule chose qui avait été démantelée à l'intérieur, ils avaient pris le pain de mur en rentrant, puis ils l'avaient tassé dans la maison d'école pour faire une division de chambre à coucher. Ah, OK. Ouais. Sans tout le briser. Il avait été décolloué, puis il avait tassé là, bon. Okay. Là, j'avais des élèves qui avaient été dans cette école-là. Je les ai fait venir en pour savoir comment remettre le mur. Mais du pauvre toi, Jean-Paul, il dit le mur, il est là. Tu le pognes, tu le remets ici, comme de bon. Les mêmes divisions sont venues d'origine, comme quand l'école a été bâtie. Si on parlait maintenant des voitures. Oui. Il y a juste à côté il y a 2 voitures, là. Alors, il y a 3 voitures. Dans les voitures, je m'excuse si je m'éloigne un petit peu. Dans les voitures, il y avait des voitures d'hiver. Les voitures d'hiver servaient à quoi, les voitures? Pour emmener les élèves à l'école. Dans le sens qu'il y avait des écoles de rang qui pouvaient être jusqu'à 2000 de la résidence, des élèves. Ouais. Quand tu parles de 2000 pour un jeune enfant de 6e année, de première année, excusez, ouais, qui a 6 ans, l'hiver, même l'été, puis en cause, quand il faisait chaud, c'était loin. Fait que là, on attelait un chien sur une des voitures. Ça, c'est les voitures d'hiver. On en a un autre là-bas. Ouais. Ça, c'est la voiture d'été. On prenait un harnais. On attelait un chien. On l'installait sur la voiture. On assisait l'enfant dans la voiture. Elle, c'est un modèle qui est donc peu, là. C'est rien qu'à côté de ça, puis il revient normal, tu sais. On assisait l'élève dans la voiture. Le chien suivait les autres élèves pour monter à l'école. Rendu à l'école, il fallait que le chien s'en revienne à la maison. Soit la maîtresse ou les élèves les plus vieux de la classe dételait le chien, gardait l'harnais, crochetait dans le portique, laissait l'harnais dans le portique, laissait le titre à l'école. Vers 3h, 3h30, les propriétaires du chien, les parents des enfants, renvoyaient le chien. Ça prenait 2-3 jours avant que le chien s'accoutume. Au bout de 2-3 jours, il était habitué. Sauf qu'il y avait encore un petit imprévu. Le samedi, le chien ne savait pas qu'il y avait de l'école. Fait que le samedi ou dimanche matin, il y avait du monde qui passait, le chien était couché sur la galerie de l'école, il attendait. Fait que le monde arrêtait et il renvoyait le chien à la maison. Il y a une madame qui m'a dit, une vieille madame d'ici de Pont-Voyant, qui m'a dit, au bout d'une semaine, 15 jours plus tard, le chien savait qu'il n'y avait plus d'école le samedi. Ah, oui. Il y avait eu le temps de s'habituer. L'été, on parle d'une petite charrette, c'est une petite charrette l'été. Il attelait 2 chiens, parce que la charrette est déjà plus grosse, il attelait 2 chiens. Il pouvait avoir un enfant ou 2 enfants, puis c'était le même principe. On envoyait ça à l'école, gardait les charrettes à l'école, puis le soir, les chiens remontaient, ils ramenaient des enfants à la maison. C'est l'histoire des charrettes. Là, on a une autre petite là-bas, c'est un autre modèle de petits sleigh d'hiver. Maintenant, M. Tanguay, oui. Vous me demanderez si on veut rentrer à l'intérieur. Vu que la récréation est finie, en rentrant, en passant vis-à-vis de la cloche, je vous demanderai de bien vouloir sonner la cloche pour faire rentrer tout le monde à l'intérieur. Ah, OK, très bien. C'est très bien? Oui, allons-y.
Monsieur l'inspecteur, pourriez-vous sonner à la cloche, s'il vous plaît? Oui. Tiens. Fallait avoir bon bras. Ah, oui, oui, sauf qu'il y a peut-être une manière. Ah! Elle est moins dure un petit peu. Nous sommes maintenant dans le hall, M. Paris, dans le hall de l'école. Si on parlait un peu de qu'est-ce qu'on retrouve dans le hall. On voit qu'on a le vestiaire ici, là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui. Pour commencer dans le hall d'école, tantôt, on va se diriger dans la classe. Oui. Et vous savez qu'on est un musée, on n'est pas une classe d'école, c'est un musée sur l'histoire des écoles de Reims. Ici, on a un modèle de pupitre. Tantôt, on va traverser l'autre bord, on a 18 ou 19 modèles différents. Pour commencer à revenir ici pour le montrer, on va le zoomer tout de suite, on va le voir tout de suite. C'est un modèle que tu t'assisais, tu avais ton siège. Au lieu d'avoir une tablette dessous pour mettre tes livres, c'était le tiroir qui servait pour mettre les livres. Tu avais le crayon puis le porte-encre à part. Dans ce qui consiste les vêtements puis les articles d'habillement, on a les premiers sacs d'école qui sont faits. C'est des sacs faits maison. Il y avait une compagnie qui en vendait peut-être des sacs d'école, sauf que le monde avait peut-être pas les moyens de l'acheter. Fait que c'était la maman qui faisait les sacs d'école, avec le petit porte-document ici, puis l'intérieur que tu pouvais mettre tes livres, avec le petit porte-crayon. C'était des sacs fabriqués en lin puis en étoffe. Si après ça, on prend ça c'est d'autres modèles. Si on prend dans ce qu'on voit ici, on voit l'habillement. L'hiver, c'est quand on venait à l'école l'hiver. Il fallait s'habiller chaudement parce qu'il y avait même s'il faisait moins 30 dans le temps, on allait à l'école. L'habillement. On a l'habillement d'hiver, on a les sous-vêtements. On a les vêtements, ça c'est un vêtement d'été. Les petits vêtements d'hiver pour les plus jeunes, c'était des vêtements faits en lin, doublés avec une espèce d'étoffe en dedans pour faire une isolation pour garder la chaleur. La maîtresse ou les grandes filles s'en venaient à l'école en ski, ceux qui étaient loin et qui étaient capables d'en faire, puis que le relief permettait d'en faire. Ça venait à l'école en ski. C'était l'habillement du temps. J'aurais peut-être une petite publicité à passer s'il y en aurait dans la région qui aurait des pantalons breeches qu'ils appelaient dans le temps. C'était du temps des mesures d'école. J'aimerais beaucoup mettre la main dessus. Ça fait quelques années que je cherche, je n'en trouve pas. C'est des pantalons breeches. C'est peut-être pas le vrai nom, mais par ici, ça s'appelait breeches. Ouais. Les gens vont reconnaître, ils vont savoir. Ah, tout de suite, tu peux être sûr et certain, oui. L'origine de la maison d'école, ici, il n'y avait pas de porte. Okay. C'était un mur plein avec des crochets qui faisaient le tour. Nous autres, si on a mis une porte, comme je disais tantôt, c'est un musée. On fait le tour, quand on fait une visite guidée, on fait le tour comme ça. Fait que ça nous prend un passage ici, au lieu de rencontrer un autre groupe qui s'en revient l'autre bord. C'est pour ça qu'on a mis une porte ici. D'origine, il n'y avait pas de porte. Okay. Si on se tasse par ici, on voit des petits casques d'hiver. Complète des petits casques à paddle. C'est des petits casques très, très chauds, en cuir, doublés d'espèces d'étoffe en dedans, d'étoffe ou de laine. L'été, on avait le petit béret, qui était à la mode beaucoup dans le temps. Dans les casques d'hiver, on avait le casque de crémeur, le casque de chaud. Ça, c'était plus pour les parents qui venaient reconduire les enfants à l'école. Mais ça fait partie de l'histoire quand même. On avait les manteaux en pure étoffe. C'est un vrai manteau en pure étoffe. C'était une ancienne institutrice, justement, du rang 8, une Mme Bégin, qui faisait l'école, qui me l'ont donné. Oui. C'est des enfants de Mme Bégin qui me l'ont donné. Après ça, on prend des manteaux, c'est pareil. On avait des petits manteaux de différentes couleurs. On avait les petits casques, comme on a vu tantôt, des petites vestes encore en espèce de lin. Après ça, on avait des sous-vêtements en laine, toujours pour isoler du fouet, puis la série de manteaux qu'on a ici. Après ça, on tombait dans les chaussures. Les chaussures du temps, vous savez qu'il n'y avait pas de 25 sortes de chaussures dans le temps. C'était ce qu'on appelle communément les petits robbers. Oui.
Dans les petits robbeurs, il y a une histoire dans les petits robbeurs. Nous autres, à date, on a 3 compagnies de petits robbeurs qui faisaient des petits robbeurs. On a la compagnie Acton, Hood, ici. Oui. Ça, c'est la compagnie Hood qui faisait des petits robbeurs. C'est ce modèle-là. On avait la compagnie Acton. La compagnie Acton, je pense que c'est ceux-là. Ici. Ouais, ça, c'est la compagnie Acton qui faisait du petit robbeur. On avait la compagnie, croyez-le ou non, BF Goodrich. Ah oui, il faisait pas juste des pneus. Hein. Qui faisait des pneus. Puis on voit très bien les enseignes ici, BF Goodrich. Ah, oui. C'était le lien. Il faisait du robbeur. Fait qu'il faisait des petits robbeurs. Ah. Il y a M. Clément Grenier de Sainte-Clotilde. Pour ceux-là qui le connaissent dans la région, c'est un des grands gigueurs de la Beauce, Sainte-Clotilde. Il me disait que les bons gigueurs beaucerons avaient appris à giguer avec des robbeurs. Ah oui. Puis moi, il m'avait demandé, j'aime ça, poser des questions un peu qui sortent de l'ordinaire. J'ai dit, c'est quelle différence il y a giguer avec un robeur? Ben non, giguer avec des souliers. Il dit, c'est quand tu arrivais de l'école, tu avais assez froid aux pieds que tu giguais dans la maison avec d'ôter des robeurs. Tu sais, c'est une expression d'où vient. Oh, oui. Monsieur Jean-Louis Vachon de Saint-Pierre-de-Bâton m'a dit la même chose. Ah, oui. Qu'il avait commencé à giguer, on venait de l'école, ben les robeurs étaient gelés, ça faisait un son, puis il avait commencé à giguer avec des robeurs. Et si on voit M. Guy Tupin du musée, on ne voit pas lui, mais c'est ces petites voitures, ces petits feutres qui allaient à l'école l'hiver, ça c'était les années 50, c'est plus proche un petit peu. Il allait à l'école l'hiver avec ça. C'était une petite chaussure en feutre, en cuir, puis il y avait une petite le vrai nom, c'était une petite claque en robeur qu'on appelait, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, là, en tout cas, qui allait par-dessus. Les petits par-dessus, on les a pas. Et c'était sa mère, parce que M. Guy Tupin, c'est pas un joueur de tour, mais il aime ça. Il m'avait donné des livres, des cahiers, puis des dessins que sa mère avait fait, Mme Thérèse Nadeau avait fait. Puis Mme Thérèse Nadeau est venue ici, puis elle a vu ses livres puis ses cahiers. Puis elle dit, ça doit être mon beau Guy qui a joué un tour. J'ai dit oui. Elle dit, moi, il en joué un ou tout. Elle est revenue la semaine d'ensuite avec ses petits souliers. ça fait une histoire, ça fait une anecdote, tu sais. Oh, ouais. Si on continue dans la hall d'entrée, on avait les boîtes à lunch. Vous savez que les boîtes à lunch du temps, s'il y en avait, pour les familles bien nanties, il y en avait. Les familles moins bien nanties, les boîtes à lunch, on le voit ici, c'était des boîtes de Saint-Doux, de graisse qu'on appelle. Oui. Des boîtes de beurre d'arachide, du beurre de pinot, du beurre d'arachide de thé, ça n'existait pas, c'était du beurre de pinot, c'était anglicisé. Du shortening, ça aussi, c'était une boîte de beurre d'arachide. Si on va plus loin un petit peu, on avait des boîtes de bonbons durs. Sûrement, le monde va se rappeler, dans le temps des fêtes, avant Noël, les parents arrivaient avec une boîte de bonbons durs. Ça n'était des contenants de bonbons durs. On servait de ça après pour faire des boîtes à lunch. Exactement. Ça, ici, là, on tombe ici, c'était des boîtes de beurre d'arachide aussi. C'était des 20 livres de beurre d'arachide. Ah oui. Il y avait un sac de plastique dedans. Pour ceux qui... Il y a sûrement quelqu'un dans les auditeurs qui vont s'en rappeler. Ouais. Tu avais un sac de plastique en dedans qui contenait le beurre d'arachide. Ce qui était bon, c'est quand l'huile montait dessus, puis avait de se coucher le soir, on prenait un petit bâton pour brosser ça, on mangeait ça. C'était le meilleur. Ça, c'était meilleur que ce qu'il y avait en dessous. C'était meilleur qu'il y avait en dessous. Après ça, on s'est amélioré dans les boîtes à lunch. On a passé des boîtes à lunch avec le thermos, dans ce modèle-là, qu'un thermos avec le dedans en vitre. Je ne sais pas si tout le monde se souvient de ça. C'était déjà une grosse amélioration parce que tu pouvais t'emmener un breuvage chaud école. Sauf que les institutrices du temps m'ont dit, comme Mme Annette Ouellette, elle m'a dit que dans le temps, ceux-là qui voulaient avoir un breuvage chaud école, ils emmenaient le breuvage, puis ils le mettaient sur le poêle à 2 ponts. Puis pour dîner, il y avait un breuvage chaud pareil. Ah, OK. C'était une commodité que la maîtresse d'école pouvait donner aux enfants. On a fait à peu près le tour ici il nous reste les manières de voyager à l'école, comme on disait tantôt, quand on parlait des vêtements en ski. Il y avait les skis, puis il y avait le jumper. Le jumper, le vrai nom français, je ne sais pas. Il y a un monsieur de Saint-Pierre, il m'a dit ici, un Irlandais. Il dit, tu sais pas encore pourquoi ça s'appelle jumper? Il dit non. Il dit, si après qu'il l'a dit, on s'en rappelle. Si tu regardes l'hiver, quand les chevaux, les chemins, ça fait 3-4 jours qu'ils neigeaient pas, les chevaux voyageaient dans les chemins, mais ils mettaient toujours les pieds à la même place. Ça faisait une espèce de petit trou. Quand on descendait là-dedans,
On pognait les trous, c'est ça qu'ils faisaient. D'où vient apparemment le mot jumper, le nom jumper? Ben, de toute façon, on anglicisait tout le temps le mot dans ce temps-là. Hein. C'est ça. Ben, pour commencer, on a été défrichés par des Irlandais, en grande partie au commencement. Ça fait que apparemment que ça vient de là, le nom de jumper. Il y avait les jumpers, ça c'était fait avec un ski qui avait été cassé. Il y en avait fait avec des réservoirs. Quand on courait les Arabes, on mettait ça des tonnes à l'eau de 90 gallons. Là. La planche était déjà ronde. Moi, je me souviens qu'on s'en était fait avec ça. On prenait une vitre cassée. Au lieu de prendre du papier sablé, il n'y en avait pas. Tu grattais le dessous pour qu'il vienne bien lisse. Puis au bout de l'hiver, à la fin de l'hiver, c'était comme des skis. Ça venait couler comme des skis, Je pense qu'on a fait le tour pas mal ici. Si on passait maintenant à la cuisine. Très bien, M. Danguet. Bon, M. Paré, maintenant, nous sommes dans la cuisine de l'École Laurent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qu'est-ce qu'on retrouve là, qu'est-ce qu'on retrouvait dans la cuisine? Dans la cuisine, la maîtresse, l'institutrice, on n'a pas besoin de dire institutrice. Dans le temps, c'était maîtresse d'école, c'était le vrai nom. La maîtresse, dans sa cuisine, c'était sa place pour venir manger. C'était sa place pour faire de l'artisanat. C'était sa place pour cuisiner. On va débuter par son artisanat. Elle avait son coffre d'artisanat. Elle avait ses broches à tricoter en bois, s'il vous plaît. Parce que dans les années 1900, il n'y avait pas de broches à tricoter, soit en plastique ou en aluminium, il n'y en avait pas. Elle avait son manuel de la ménagère pour se faire à manger. Elle avait son crochet et son poinçon pour se faire des tapis, ce qu'on appelle un tapis crocheté. Pour ceux qui connaissent des personnes assez âgées, savent très bien c'est quoi un tapis crocheté. Pour les plus jeunes, un tapis crocheté, c'était une poche de jute qu'on installait sur un cadre, très bien fixé. On prenait le crochet, le poinçon, on passait un trou du côté qu'on voulait avoir notre tapis. On prenait le crochet, puis on allait chercher la Catalogne, puis on le faisait. Ça, je l'avais, mais ma belle-mère avait le crochet. Puis ça, je m'étais toujours demandé c'était quoi. Je pensais que c'était des broches à tricoter, mais quand elle a vu ça, elle dit mon petit garçon, que j'ai de quoi pour toi. Elle dit m'a t'emmené le morceau qui va être celui-là. Puis elle est arrivée ici, puis c'est elle qui m'a expliqué ça. D'autres, quand on en faisait, on a fait des fêtes du tapis crocheté. Quand on en faisait, on passait direct. On avait plus de bras, il faut craindre. Là. On passait direct. C'était l'artisanat que la maîtresse faisait à son école. Si on continue, on regarde le poêle de deux ponts. Le poêle de deux ponts, si on l'originalité des maisons d'école, tu n'avais pas d'amiante à terre. Parce que l'amiante, dans le temps des années 1900, il y en avait, mais elle ne servait pas à ça. Si on a mis une feuille d'amiante à terre, c'est question des assurances. Des assurances, question des assurances. Ensuite, quand le poêle à deux ponts, normalement, il était plus. Il venait à côté droite, ici, si vous voulez, là. Il est avancé quasiment d'un pied. Si tu avais une tôle qui faisait le tour du poêle pour pas que les élèves voient dans la chose. Sauf que la maîtresse avait des petits trous de percée, elle, pour voir l'autre bord. Elle trichait un petit peu. Là. Le poêle des deux ponts servait aux deux. C'est le poêle original qu'il y avait dans cette maison d'école. Bien, pas dans cette maison d'école, là, mais dans les écoles du temps. Parce que le poêle, je ne l'ai pas retrouvé de poêle qu'il y avait dans cette maison d'école. On voit que c'est un Bélanger. C'est un Bélanger. C'est un Le Duc Bélanger. Ça a été fait à Montmagny. Ça a été fait à Montmagny. Tu avais dans le Montmagny, le Bélanger, il faisait de 1 pont, 2 ponts, 3 ponts. Dans les écoles de Reims, c'était du 2 ponts. Comble de bonheur, j'étais allé d'un congrès, une espèce de congrès pour le patrimoine agricole dans le bout de Saint-Jean-Port-Joli. Il y a une madame qui a vu mon pamphlet, puis elle dit Monsieur Paré, vous n'avez pas la bouilloire qui va de poêle. Ben, Bélanger ne faisait pas de bouilloire. Elle dit oui. Elle dit il y en a une chez nous. On voit le B de Bélanger. Fait qu'elle a été chercher sa bouilloire, puis j'ai mis la main dessus. Ça fait une histoire de plus, un peu, ça fait un plus pour le. Dans l'ameublement, on va le voir tantôt dans la chambre à coucher, dans l'ameublement de la cuisine, il n'y avait aucune commission scolaire qui fournissait l'ameublement. C'était la maîtresse elle-même qui emmenait son ameublement. Comme on voit les chaises, on peut faire 10 écoles différentes qu'on ne verra pas le même ameublement dans la cuisine et dans la chambre à coucher qu'il y a à la main. Si on regarde dans le mobilier de cuisine de la maîtresse, excusez si je pose un petit peu devant vous, la maîtresse emmenait tous ses ustensiles.
Elle emmenait tout son mobilier pour ses affaires pour cuisiner. Dans les ustensiles, il y en a sûrement qui savent qu'il y avait des cuillères en plomb. Puis dans les cuillères en plomb, on va peut-être en reparler à la prochaine émission, M. Tanguay. Je vous laisse la parole pour finir celle-ci. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette émission sur l'école de rêve.